Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le cours sur la différenciation sexuelle. Donc, on va voir la première partie. La deuxième partie, vous la verrez avec Anaïta. La différenciation sexuelle, ça va être, c'est un cours super sympa. Il va plus parler des syndromes, des anomalies de la différenciation sexuelle. Et c'est un cours, franchement, qui s'apprend bien et qui est plutôt intéressant à lire d'ailleurs. Donc, ça va être que du bonheur normalement. Alors, donc aujourd'hui, on va voir la reproduction d'abord. Ensuite, on va voir la différenciation sexuelle, ce que c'est. Ensuite, on va voir les pathologies de cette différenciation sexuelle. Et enfin, on va voir comment on met en place les organes génitaux. Alors, on commence par la reproduction. Alors, la reproduction, normalement, vous l'avez vu en BDR au premier semestre. La reproduction, ça va être un processus biologique qui permet la production de nouveaux organismes et il permet d'assurer la survie de l'espèce. Ça, normalement, c'est du basique, vous connaissez. Donc, on a deux types de reproduction. On va avoir la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée, elle va impliquer la participation de deux organismes qui doivent être de la même espèce et de sexes différents. Donc, c'est la reproduction que vous connaissez, qu'il y a entre humains, par exemple. Donc, la reproduction sexuelle nécessite aussi la présence de deux lignées cellulaires, donc les lignées somatiques et germinales, et on va obtenir un individu qui sera jamais identique à ses parents, et ça permet donc une diversité génétique et phénotypique. Ensuite, on a la reproduction asexuée, donc ça aussi normalement vous connaissez. La reproduction asexuée, elle fait intervenir ni gamètes ni fécondation. Donc, on va avoir un sexe de la descendance qui va être identique au sexe des parents. Et les individus qu'on obtient, ils sont similaires mais pas identiques. Et ça, c'est dû au fait qu'on a de possibles mutations de novo qui peuvent avoir lieu pendant cette reproduction. Alors, donc les gamètes, vous les connaissez. On a l'ovocyte qui a une seule formule chromosomique possible, donc 23X, et on a le spermatozoïde qui a deux formules chromosomiques possibles, soit 23X, soit 23Y. Et c'est donc pour ça qu'on dit que c'est le spermatozoïde qui détermine le sexe de notre zygote. Parce que selon si c'est un 23X ou 23Y, notre zygote va se retrouver être mâle ou femelle. Alors, maintenant, on voit ce que c'est la différenciation sexuelle. Donc, on commence par un principe qui s'appelle l'ontogénèse. Donc, l'ontogénèse, ça va être le développement progressif d'un individu ou d'un organe à travers le temps. Donc, c'est souvent, on considère que c'est de sa conception jusqu'à sa mort ou jusqu'à sa forme mature. On a 5 stades différents d'ontogénèse pour la gonade. On a tout d'abord le stade indifférencié, qui correspond à la période embryonnaire. Ensuite, on a le stade de différenciation, qui va être pendant la période embryonnaire et fœtale. On va avoir le stade de maturation, qui va être pendant l'enfance avec le système nerveux central, et pendant la puberté, ce sera une phase surrénalienne. Ensuite, on a le stade fonctionnel, qui va être durant l'adolescence et à la vie adulte. Et enfin, on va avoir le déclin. Donc le déclin, c'est ce qu'on a au moment de la ménopause chez les femmes et au moment de l'andropause chez les hommes. Alors la ménopause, on a deux petites définitions. La ménopause, ça va être la disparition du cycle fonctionnel chez la femme. Et ça, c'est dû à une absence de production d'œstrogène. Donc l'absence de production d'œstrogène, elle est due au capital folliculaire qui est fixe et du coup, on a une absence de poule souche chez la femme. Normalement, ça, vous le savez, vous l'avez vu au premier semestre. Et chez l'homme, on a quelque chose qui s'appelle l'andropause. Alors, l'andropause, ça va être une baisse possible du taux de testostérone et du coup, ce qui va entraîner une baisse de la gamétogénèse. Alors, l'andropause, il faut savoir que donc on a un pool souche de gamètes chez l'homme et ça empêche l'arrêt de la gamétogénèse. En revanche, on va avoir un taux de testostérone qui peut baisser par une atrophie testiculaire et aussi par une augmentation du tissu adipeux avec l'âge. Donc tout ça, ça va être responsable d'une diminution de la gamétogénèse, mais on n'aura pas d'arrêt de cette gamétogénèse, contrairement à la femme. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe du karyotype au phénotype. Donc le karyotype, c'est évidemment c'est nos chromosomes et comment on arrive à passer de chromosomes sexuels XY ou XX à un appareil génital féminin ou masculin totalement bien développé. Donc on a 4 étapes pour ça. On commence par le sexe génétique et chromosomique.
Donc ça va être XX ou XY, c'est les chromosomes sexuels. Ensuite, on va passer au sexe gonadique. Donc ça va être la détermination dans le sexe féminin ou masculin, puis la différenciation gonadique. Ensuite, on va se retrouver avec le sexe hormonal. Donc ça va concerner les sécrétions hormonales qui vont se mettre en place selon si on se différencie en ovaire ou en testicule. Donc les principales sécrétions hormonales, on va avoir la testostérone et la MH. Et enfin, on va avoir le sexe phénotypique. Donc lui, il correspond à la différenciation ultime de notre sinus urogénital. Et du coup, ça va correspondre aussi à la différenciation des OGE, donc organes génitaux externes, et des caractères sexuels secondaires. Alors, il faut savoir différencier sexe et genre. Le sexe et le genre, c'est pas la même chose. Le sexe, ça se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui vont différencier les hommes et les femmes. Donc ça va être, à proprement parler, la vulve et le pénis et tout ce qui est d'aspect phénotypique. Ensuite, on a le genre. Le genre, ça va être un sentiment d'appartenance à un sexe phénotypique ou à un autre. Donc, nous, dans ce cours, on va parler de sexe. Le genre, c'est quelque chose d'à part, de différent. Alors, on va voir tout d'abord l'établissement de notre sexe chromosomique. Donc, on a deux chromosomes sexuels qui sont différents. On va voir leur structure. Alors, on commence par le chromosome X. Le chromosome X, il a un bras court, XP, et un bras long, XQ. Les deux bras sont reliés par un centromère. Donc là, on a le schéma du chromosome X. Vous inquiétez pas, tous les gènes qui sont marqués à droite, ils ne sont pas à apprendre. Donc le bras court, il va contenir plusieurs gènes. Donc ceux-là, il faut les apprendre. Les gènes qui sont marqués dans mon tableau, il faut les apprendre. Donc le bras court, il va avoir des gènes de maintien de l'ovaire et de croissance folliculaire. Et il va avoir des gènes impliqués dans la mort cellulaire. Ensuite, notre bras long, il va avoir des gènes qui codent pour des facteurs de croissance et il va aussi avoir des facteurs protumoraux. Donc ça, c'était pour notre chromosome X. Ensuite, on passe à notre chromosome Y. Donc le chromosome Y, tout comme le chromosome X, il est constitué d'un bras court, YP cette fois-ci, et d'un bras long, YQ, qui sont reliés par un centromère, toujours encore. Donc notre bras court, il contient plusieurs gènes. On a SRY, là ici. SRY, il est indispensable à la détermination sexuelle, donc à la détermination en testicules. Après, on a SHOX, sur le bras court toujours. Donc SHOX, il est impliqué dans la croissance. Ensuite, on a PLCX-D1, toujours sur notre bras court, donc ça, c'est des gènes à connaître. Et ensuite, sur notre bras long, on a un gène qui est très très important, qui s'appelle AZF. Et AZF, il est indispensable à l'initiation de notre spermatogénèse. Et ensuite, on a un autre gène qui s'appelle VAMP7. VAMP7, il est impliqué dans la réplication des cellules cancéreuses. Et sur notre bras long, on a une très grande partie d'hétérochromatine sur le chromosome Y. Donc, hop, ça c'était nos chromosomes. Et ce qu'il faut retenir, qui est très important à savoir, c'est que les chromosomes gonadiques ne servent pas uniquement à coder les gonades. Ça, on l'a vu parce qu'on a, par exemple, là, on vient de voir sur le chromosome Y, on avait SHOX sur le bras court qui était impliqué dans la croissance. On avait VAMP7 qui était impliqué dans la réplication des cellules cancéreuses. Et pareil, chez le chromosome X, on avait des facteurs protumoraux, des gènes impliqués dans la mort cellulaire. Donc, c'est très important de savoir que nos chromosomes gonadiques, ils ne codent pas uniquement les gonades. Alors, on a un phénomène qui se retrouve au niveau des chromosomes X. Donc, physiologiquement, chez la femme, on va avoir un phénomène d'inactivation d'un des deux chromosomes X. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui est physiologique chez la femme. Ça va avoir lieu au stade de blastocyste. Donc ça, vous l'avez vu, ce stade, vous le connaissez de l'embryo. Donc ça, c'est un phénomène qui va être aléatoire. Ça va être soit un chromosome X, soit l'autre, peu importe. Et le chromosome X qui va être inactivé, il va se retrouver sous la forme de ce qu'on appelle un corpuscule de Barr. Là, on le voit sur le schéma. C'est ce petit amas ici, ça va être un amas d'hétérochromatine qu'on va pouvoir voir sur les noyaux cellulaires. Donc là, on le voit très bien. Là, on a une cellule normale, 46XX, donc femme.
Et là, on se retrouve avec notre corpuscule de barre, donc c'est le deuxième chromosome X qui a été inactivé. Ce phénomène, ça va être une compaction, donc l'hétérochromatine, c'est une forme très compacte de l'ADN. Et du coup, ce phénomène de compaction, il est dû à la méthylation des lysines 27 et 9 principalement. Et du coup, on sait que quand on se retrouve avec de l'hétérochromatine, je crois que vous avez vu ça en biocell, ça rend du coup la transcription impossible. Alors, ensuite, on a des anomalies qui sont décrites, qu'on connaît. On a donc des femmes XXX et des hommes XXY. Alors, chez les femmes XXX, on se retrouve avec 3 chromosomes X. Et du coup, le but, en fait, de cette inactivation, c'est de se retrouver uniquement avec un chromosome X. Donc, si on a une femme 47 avec 3 chromosomes X, on va avoir deux inactivations de chromosomes X. Donc, 2 corpuscules de barre. Chez un homme qui va se retrouver être 47XXY, on va se retrouver avec un corpuscule de barre. Parce que, pareil que chez la femme, on va avoir un X de trop. Alors que chez un homme normal qui est 46XY, là comme on voit ici sur la cellule de droite, on n'a aucun corpuscule de barre qui est normalement, étant donné qu'on a un seul X et donc ça nous convient. Alors, maintenant, on va voir les pathologies de notre différenciation sexuelle. Alors, on connaît 4 pathologies différentes. On a quelque chose qui s'appelle le syndrome de Turner. Donc, c'est des patients qui sont 45X0. On a le syndrome de Klinefelter. C'est des patients qui sont 47XXY, pardon. Et ensuite, on a 2 trucs qui s'appellent la dysgénésie gonadique mixte et l'ovotestis. On verra après. Alors, donc, au niveau du syndrome de Turner, donc c'est des patientes qui sont 45X0. Donc ce syndrome, il a une fréquence de 1 sur 2500 naissances. Et on va avoir plusieurs caractéristiques cliniques. Donc là, vous voyez à droite, je vous ai mis une photo d'une femme qui avait le syndrome de Turner. Et les caractéristiques de ce syndrome, ça va être, on va avoir une petite taille, on va avoir un syndrome dysmorphique. Donc ça va correspondre à de l'ostéoporose, des malformations osseuses. Ensuite, on va avoir un retard pubertaire. Le syndrome de Turner, il va aussi créer de la stérilité. On va avoir quelque chose qui s'appelle un pterygium coli. Donc pterygium coli, ça va être un cou palmé, comme on le voit très très bien sur la première photo. Là, ça va être un cou qui va être un peu palmé, qui va pas être fin comme les coups normaux. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le syndrome de Turner normal 45X0 n'engendre pas de retard mental. On pensait avant qu'il en engendrait un et au final pas du tout. Donc le seul cas dans lequel on peut avoir un retard mental, c'est dans le cas où on a des patientes qui sont 46XX sans inactivation d'un des 2 chromosomes X. Dans ce cas-là, on va se retrouver avec un retard mental parce que le fait qu'on ait 2 copies du X, c'est quelque chose qui est très délétère, surtout au niveau cérébral. Alors, du coup, pour ce syndrome de Turner, au niveau génétique, on va avoir plusieurs possibilités. D'abord, le syndrome de Turner, il peut être lié à une perte du chromosome X d'origine paternelle. Donc ça, cette possibilité, elle arrive dans 70 des cas, donc c'est très fréquent et ça s'explique par le fait qu'on ait une forte réplicabilité du chromosome X maternel, chose qui n'est pas le cas pour, le chromosome X, paternel, d'où le fait qu'on peut le perdre plus facilement. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'on peut avoir une anomalie structurelle de notre chromosome X. Donc ça arrive dans 30 des cas quand même et on peut avoir différents types d'anomalies structurelles du X. Donc on peut avoir quelque chose qui s'appelle une délétion partielle ou totale, donc de XP ou XQ. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a vu notre, chromosome X et comment il était composé. On a vu qu'il avait un bras court XP et un bras long XQ. Donc là, par exemple, on le voit sur, cette première image, on voit qu'on a la délétion partielle, de XQ.
On voit que là, donc là, c'est un chromosome X normal et là, le deuxième, on le voit beaucoup plus petit, c'est pas normal. Ensuite, on peut avoir quelque chose qui s'appelle un isochromosome. Donc un isochromosome, ça va être le raboutage de 2 bras longs, heu, sur, notre chromosome X. Donc là, on le voit sur la deuxième photo. On voit que là où la flèche, elle est pointée, on voit qu'on n'a pas un bras court, on a 2 bras longs sur notre chromosome X. Et ensuite, on peut avoir quelque chose qui s'appelle un X en anneau. Donc ça, c'est le pire des cas parce que là, on le voit sur la troisième photo, là où la flèche, elle pointe le chromosome de droite. On voit que le X, il est en type de boule comme ça et du coup, ça, c'est un X en anneau et du coup, on a plusieurs conséquences, qui peuvent résulter de ces anomalies structurelles. Alors, on peut avoir une haplo-insuffisance des gènes qui sont portés par le X et sinon, on peut avoir aussi l'inactivation d'un des 2 X qui est impossible. Donc ça, c'est ce qui donnera le retard mental, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a dit qu'il y avait pas de retard mental qui était, dans le syndrome de Turner, sauf dans le cas où on avait un 46XX sans inactivation d'un des 2 X. Donc maintenant, on a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Klinefelter. Donc le syndrome de Klinefelter, on va avoir une fréquence de 1 sur 500 à 1 sur 70 naissances. Donc ça fait du syndrome de Klinefelter la plus fréquente des dysgénésies gonadiques. Donc c'est les maladies qu'on est en train de voir là. Alors le Klinefelter, donc en plus d'avoir un chromosome X en trop, il va avoir des caractéristiques cliniques, comme on a pu voir pour Turner. Donc pour Klinefelter, on va avoir une puberté qui va être inachevée. On va avoir ce qu'on appelle une macroscélie. Donc une macroscélie, c'est une très grande taille. Donc là, on voit un jeune homme qui est atteint de Klinefelter. Donc macroscélie, ça va être une très grande taille et on va avoir des bras qui sont plus longs que ce qui devrait être. Là, on voit que le jeune homme, il a des bras un peu trop longs, parce que de base, ils arrivent plus au niveau de, un peu en dessous du bassin. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle une hypotrophie testiculaire. Donc, hypotrophie, ça veut dire qu'elles vont être plus petites que normal. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un hypoandrisme partiel. Donc ça, c'est principalement lié à notre hypotrophie testiculaire. On va avoir du coup une altération de la spermatogénèse et on va avoir une petite gynécomastie. La gynécomastie, c'est un peu comme des petits seins, en gros, chez les hommes. Et on va avoir un bassin de typographie féminine, donc plutôt un bassin élargi comparé à ce qu'on pourrait avoir chez les hommes. Ils ont plutôt le bassin étroit, alors que là, on va avoir un bassin comme chez les femmes qui va être élargi et on va avoir pareil une pilosité plutôt féminine au niveau du pubis. Donc on va avoir notre pilosité pubienne qui va être plutôt triangulaire. Voilà, et on a dit qu'on avait 2 autres pathologies, de la différenciation sexuelle. Donc on avait dit qu'il y avait la dysgénésie gonadique mixte et l'ovotestis. Alors la dysgénésie gonadique mixte, ça va être un mélange de cellules 46XY et 45X0. Donc ça va donner théoriquement, ça devrait être des garçons, phénotypiquement, sauf que dans la majorité des cas, on va se retrouver avec des filles. Et au niveau, de la maladie, enfin de la pathologie qu'est l'ovotestis, c'est ce qu'on appelait avant les chimères, et c'est quelque chose qui est très rare, mais ça correspond à la coexistence de cellules qui sont 46XY, donc mâles, et 46XX, donc femelles. On va donc se retrouver avec une gonade qui est ni un ovaire ni un testicule et d'aspect phénotypique, ça va donner quelque chose comme ça sur la photo qu'on a. Donc on voit un peu des 2 appareils génitaux externes, enfin des organes génitaux externes, et du coup après, il y a des procédures chirurgicales, pour essayer de rectifier un peu tout ça. Alors, on va finir notre cours avec la mise en place des organes génitaux. Donc on a 4 étapes pour ça. On va avoir tout d'abord un stade indifférencié. On va avoir ensuite l'établissement du sexe gonadique. Donc tout ça, ça se passe bien évidemment, au stade d'embryon. Ensuite, on va avoir la mise en place du tractus génital interne et enfin, les organes génitaux externes se mettent en place. Alors, on commence par notre stade indifférencié. Donc le stade indifférencié,
Il est délimité dans le temps, de la troisième, quatrième semaine à peu près, à la sixième semaine de grossesse. Donc pendant ce stade indifférencié, on va avoir une gonade qui est indifférenciée et bipotente. Donc bipotente, ça veut dire qu'elle peut donner tout aussi bien un testicule qu'un ovaire. Donc notre gonade bipotente, elle est constituée de 3 éléments. On va avoir les canaux de Wolff, les canaux de Müller et ce qu'on appelle le blastème mésonéphrotique. Donc le blastème mésonéphrotique, plus tard, il va être colonisé par les cellules germinales primordiales. Ça, c'est ce que vous avez vu en embryo normalement. Ensuite, la différenciation, ça va être un phénomène qui va commencer à partir de la 5e, 6e semaine de vie jusqu'à la 12e semaine de vie embryonnaire. Donc, après cette 12e semaine de vie, c'est-à-dire après le premier trimestre de grossesse, notre tractus génital, il va seulement grandir. Donc, il est impossible de court-circuiter une anomalie de la différenciation parce que tout aura déjà été mis en place. Ça va juste continuer à grandir. Alors, à notre stade indifférencié, donc on a dit ça commence à partir de la 3e, 4e semaine. Donc, à partir de la 3e semaine, on va avoir nos cellules germinales qui apparaissent près de l'allantoïde. Donc ça, vous l'avez vu en embryo, les cellules, elles apparaissent près de l'allantoïde et elles vont migrer vers nos crêtes génitales. Ensuite, à la 4e semaine, on va avoir la formation d'une ébauche de gonade à partir d'une crête génitale. Et à la 6e semaine, on va avoir les cellules germinales qui arrivent dans les crêtes génitales. Et du coup, ça va former des cordons sexuels primitifs. Donc là, on les voit très bien sur le schéma, hein, ils sont légendés. Et on va avoir la prolifération de notre épithélium célomique. Là, pareil, c'est légendé sur le schéma. Donc, il faut savoir que nos crêtes génitales, ce sera des futures gonades. Le mésonéphros, histoire que vous compreniez, ça va être les conduits génitaux. Et le métanéphros, vous l'avez vu en embryo, c'est le rein. Alors, ensuite, on a dit qu'on va avoir un établissement du sexe gonadique. Donc, l'établissement du sexe gonadique, le sexe gonadique, en gros, il va être établi et déterminé en fonction de la présence ou non du chromosome Y. Et ça, c'est dû au fait que le chromosome Y, il va induire la différenciation des cellules de Leydig, comme vous l'avez vu en BDR ou S1. Et du coup, si il va induire la différenciation des cellules de Leydig, notre chromosome Y, il va donc induire la production de testostérone et d'AMH via aussi les cellules de Sertoli. Donc, on a plusieurs gènes de la différenciation gonadique. On a tout d'abord SRY qui détermine le sexe. Donc, SRY, s'il est présent, on va avoir un sexe masculin. Ensuite, on a SOX9 qui permet la sécrétion d'AMH. Ensuite, on a DAX1. DAX1, il favorise la différenciation dans un sens ou dans l'autre selon le nombre de copies. Ça, c'est dû au fait que DAX1, il est porté par le chromosome X. Donc, selon si on a une copie, donc un chromosome X ou deux copies de DAX1, donc deux chromosomes X, ça sera bien évidemment soit un sexe masculin, soit un sexe féminin. Ensuite, on a Wnt4, FOXL2 et RISPO1. Donc, Wnt4, FOXL2 et RISPO1, ça va être des gènes de la différenciation ovarienne. Là, on a un schéma. Alors, le schéma que je vous ai mis là, c'est le prof qui l'a mis aussi dans son cours. Mais ça correspond, si je me souviens bien, ce schéma, il correspond à la différenciation chez la souris. Donc, il ne faut pas prendre compte du temps en abscisse qui est marqué là, vu que du coup, ça correspond aux datations de la souris. Mais par contre, le schéma dans l'ordre avec DAX1, donc la gonade bipotentielle, DAX1 qui va déterminer si ça va être féminin ou masculin, ensuite SRY, puis après les cascades moléculaires avec SOX9, Wnt4 et tout ça c'est valable chez l'homme. Alors ensuite, on va voir le développement dans le sens masculin. Donc, à partir de la 6e, 7e semaine, on va avoir nos cellules de Sertoli qui se différencient. Parce que du coup, maintenant, on va avoir de la différenciation. Notre gonade, elle est plus indifférenciée. Donc, on va avoir nos cellules de Sertoli, c'est les premières à se différencier au niveau des cordons sexuels primitifs. Oui, c'est ça, au niveau des cordons sexuels primitifs.
Et du coup, on va avoir la formation des ébauches des tubes séminifères. Ensuite, à partir de la 8e, 9e semaine, on va avoir nos cellules de Leydig qui se différencient entre les tubes séminifères. Parce que comme vous l'avez vu normalement en BDR dans l'AGM, on a nos cellules de Sertoli qui vont se tenir comme des petits fantômes et qui vont du coup former le tube séminifère. Et nos cellules de Leydig, elles sont dans l'interstitium autour et elles vont faire des petits amas de cellules de Leydig entre du coup nos tubes séminifères. Alors, tout ça, ça va permettre la différenciation terminale du sinus urogénital. Ensuite, à la 12e semaine, on va avoir la fin de la différenciation dans le sens masculin. Comme on a dit tout à l'heure, hein, à partir de la fin du premier trimestre, tout est joué, ça va juste être de la croissance pour le tractus génital, mais on ne pourra pas court-circuiter une anomalie de la différenciation. Alors, le prof, il fait une petite remarque qui est importante à savoir, c'est que l'ovaire, l'ovaire, il va mettre 3 à 4 semaines de plus que le testicule pour être formé. Donc, si notre testicule, il est formé à la 12e semaine, notre ovaire, ça sera 3 à 4 semaines après qu'il sera formé. Donc, dans le sexe masculin, on va avoir à la 8e semaine nos cordons sexuels médulaires qui vont se regrouper. Et on va avoir la formation de l'albuginée. Donc là, on le voit au niveau de ce schéma, on a nos cordons sexuels médulaires et on a l'albuginée autour. L'albuginée, ça va être la couche externe donc, du testicule, c'est l'enveloppe testiculaire finale en gros. Alors ensuite, à la 20e semaine, on va avoir nos tubes séminifères qui se sont pelotonnés sur eux-mêmes et ils se sont enchevêtrés. Parce que vu qu'il y a tellement de tubes séminifères, ils s'enchevêtrent et ils se pelotonnent sur eux-mêmes, histoire d'être tout compactés à l'intérieur du testicule. Et à la 20e semaine, on a aussi notre canal de Muller qui a enfin disparu. Il laisse juste un petit vestige, mais le prof, il s'en fiche un peu. Juste là, on le voit sur le schéma, le vestige. On voit sous le canal de Wolff, on voit le vestige du canal de Muller, qui était ici de base, on le voit encore sur le schéma de la semaine 8. Alors, dans le sexe féminin, on va avoir à la 8e semaine nos tubules mésonéphrotiques et nos cordons sexuels qui vont régresser. Donc là, on voit néphron mésonéphrotique en régression. Hop, et pareil, cordon sexuel en régression sur le schéma. Et à la 20e semaine, on va avoir une différenciation périphérique. Donc, à l'inverse du sexe masculin, dans le sexe féminin, on va avoir une différenciation de la gonade qui va être périphérique. Pareil, normalement, vous l'avez vu dans l'AGF au premier semestre. Donc, on a notre canal de Wolff qui a totalement disparu et on va avoir tous nos gonocytes primordiaux qui sont en périphérie qui vont rentrer en méiose. Parce que évidemment, le sexe féminin n'a pas de poule souche, comme on l'a déjà dit. C'est d'ailleurs ça qui crée la ménopause. Alors, ensuite, au niveau de notre mise en place du tractus génital interne, donc jusqu'à notre 6e, 7e semaine, les voies génitales, elles sont composées des canaux de Wolff et de Muller et des canaux mésonéphrotiques. Ensuite, chez la femme, on va avoir, donc on sait que les canaux de Muller, ils vont être utilisés chez la femme et les canaux de Wolff, ils vont être utilisés chez l'homme. Donc chez la femme, les canaux de Muller, ils ne donnent pas tout le tractus génital interne. Ils vont donner seulement une partie. Donc les canaux de Muller chez la femme, ils vont donner les trompes, le pavillon et l'utérus. Et ils vont aussi donner la partie supérieure du vagin. Ce qui est important de savoir, c'est que la partie inférieure de notre vagin, il dérive du sinus urogénital, pas des canaux de Muller. Donc chez la femme, la fin de la mise en place de notre tractus génital interne, c'est au 4e mois. Vu qu'on a dit que la différenciation chez le sexe masculin, ça se finissait vers la 12e semaine, donc au 3e mois, on a dit que l'ovaire prenait 3 à 4 mois de plus pour se former, bah donc c'est pareil pour le tractus génital interne, ça va être du coup au 4e mois. Chez l'homme, on va avoir nos canaux de Wolff, eux pour le coup, ils vont donner tout le tractus génital interne. Et du coup, on va avoir la fin de la mise en place de ce tractus génital interne au 3e mois. Alors, je vous ai épargné pour ce cours-là la différenciation, enfin la mise en place des organes génitaux externes.
Je ne sais pas si le prof le rajoutera dans la renée ou pas. En tout cas, c'était dans celle de l'année dernière. Mais je pense que ça fait déjà assez de d'informations pour un premier cours sur la différenciation sexuelle. Vous verrez le reste du cours, du coup, avec Anaïta, comme je vous l'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le forum. Je vous y répondrai avec grand plaisir et bon courage à tous. N'hésitez pas, vraiment à poser vos questions, même si on ne sait pas, on demandera au professeur Chevalier. Il est très impliqué, donc il répondra forcément à nos questions et je vous conseille de bien bosser ce cours parce que une fois qu'on le comprend, il est plutôt facile à apprendre et heu et il vaut un bon nombre de QCM normalement. Donc je vous souhaite une bonne journée et travaillez bien.